Chapitre 88 École et maître d'école. Bien qu'on rencontre occasionnellement des agglomérations aussi considérables, on peut de temps à autre observer des réunions de 20 à 50 individus. Elles portent le nom d'école, il y en a de deux sortes, les unes presque uniquement composées de femelles, les autres ne rassemblant que de jeunes mâles vigoureux communément désignés sous le nom de taureaux. Le chevalier servant d'une école de femmes est invariablement un mâle dans sa pleine maturité, mais pas un vieux qui prouve sa galanterie à la moindre alarme, en fermant la garde pour protéger la fuite de ses dames. En fait, ce gentilhomme est un voluptueux oriental, voyageant dans le monde liquide, entouré par toutes les consolations et les caresses du harem. Le contraste est frappant entre ce pacha et ses concubines, car, cependant qu'il est toujours de la taille maximum parmi les léviathans, les dames, même mûres, n'ont pas plus du tiers de la taille d'un mâle moyen. En vérité, elles ont une certaine finesse, oserais-je dire. Elles n'ont guère plus d'une demi-douzaine de mètres de tour de taille. On ne saurait nier pourtant que tout compte fait, elles ont un penchant héréditaire en embonpoint. 23. Il est très curieux d'observer ce seigneur et son harem dans leurs indolents vagabondages. Tels des mondains, ils sont toujours à l'affût d'oisives nouveautés. Vous les rencontrez sur la ligne à la saison de l'épanouissement des nourritures équatoriales, au retour sans doute d'un été passé dans les mers du Nord, ayant échappé à ce que l'été apporte de fatigue et de chaleur déplaisante. Après avoir flâné en long et en large sur la promenade de l'équateur, ils partent pour les eaux orientales afin d'y passer la saison fraîche et d'échapper aux températures excessives de certaines latitudes. Au cours de ces voyages tranquilles, notre seigneur cachalot garde un œil vigilant sur son intéressante famille. Pour le cas où se présenterait quoi que ce soit de suspect, que quelque jeune léviathan gaillard ait l'inqualifiable présomption de serrer de trop près l'une de ces dames, avec quelle prodigieuse fureur ce pacha se jettera sur lui et le mettra en fuite. Il ferait beau voir en vérité qu'un jeune libertin sans principe de son espèce ait licence de violer le sanctuaire du bonheur domestique. Mais quoi qu'il fasse, ce pacha ne peut tenir loin de sa couche le plus notoire des Don Juan, car, hélas, tous les poissons ont un lit commun. Tout comme à terre, les dames suscitent les duels les plus terribles entre leurs admirateurs rivaux. Les cachalots en viennent parfois à des combats meurtriers, et tout cela au nom de l'amour. Ils tirent l'arme de leurs longues mâchoires inférieures, les emboîtant parfois l'une dans l'autre, luttant pour la souveraineté, tels des élans qui se battent les andouillés entrecroisés. Nombre de ceux qui ont été capturés portent les marques de ces rencontres. Têtes labourées, dents cassées, nageoires découpées, parfois des gueules démises et tordues. Si l'intrus de l'intimité domestique est mis en fuite à la première menace du Seigneur, celui-ci est très divertissant à observer. Il insinue à nouveau doucement sa lourde masse parmi ces femmes pleines de complaisance, infligeant le supplice de Tantale au jeune Don Juan encore proche, tel le pieux Salomon rendant un culte à ses 1000 concubines. S'il y a un autre gibier dans les parages, il est rare qu'un pêcheur livre la chasse à l'un de ces grands Turcs. Trop prodigues de leur force, ils n'ont guère de graisse. Quant aux filles et aux fils qui leur naissent, ma foi, que ces fils et ces filles aient à s'occuper d'eux-mêmes, car ils ne peuvent compter que sur l'appui maternel. À l'instar d'autres amants insatiables et vagabonds que l'on pourrait nommer, notre seigneur cachalot n'a point le goût des pouponnières, si ardent que soit celui qui l'a des boudoirs. Ainsi, grand voyageur, il sème ses bébés anonymes de par le monde entier, chacun d'eux étant exotique. Avec le temps toutefois le feu de la jeunesse décroît, tandis qu'avec les ans s'accumulent les idées noires et que la méditation accorde des césures solennelles. Bref, une lassitude générale submerge le grand Turc repu, l'amour de ses aises et de la vertu supplante l'amour des femmes, et notre pacha entre dans la phase de la vie impotente, repentante. Il fait des remontrances, il répudie et disperse son harem, et devenu une vieille barbe exemplaire et revêche, il va de méridien en parallèle, marmottant ses prières et mettant en garde les jeunes léviathans contre ses propres erreurs amoureuses. Le harem étant appelé école par les pêcheurs, son seigneur et maître se nomme, en termes de métier, maître d'école. Dès lors, s'il n'est pas très logique, il est toutefois admirablement ironique
qu'après avoir été lui-même à l'école, il aille de par le monde enseignant non ce qu'il a appris, mais l'insanité de ses leçons. Son titre semble venir naturellement du nom donné au harem lui-même, mais certains pensent que le premier qui a ainsi baptisé ce pacha avait lu les mémoires de Vidocq et songeait à la singulière sorte de maître d'école campagnard qu'avait été dans sa jeunesse ce fameux Français, et de quelle nature étaient les leçons occultes qu'il inculquait à certains de ses élèves. La même retraite et le même isolement dans lesquels se retire le cachalot maître d'école sont également le fait de tous les autres cachalots d'un âge avancé. Presque universellement un solitaire, comme on nomme un léviathan isolé, s'avère être un ancien. Comme le vénérable Daniel Boone à la barbe moussue, il ne se laissera approcher de personne sinon de la nature elle-même. C'est elle qu'il prend pour épouse dans le désert des profondeurs, et c'est la meilleure des femmes, bien qu'elle garde tant de secrets ombrageux. Les écoles formées seulement de mâles jeunes et vigoureux offrent un contraste saisissant avec les écoles harem-scar, tandis que les femelles sont timides par nature. Les jeunes mâles, ou taureaux 40 barils comme les appellent les pêcheurs, sont de loin les plus combatifs des léviathans et de notoriété générale les plus dangereux à affronter, exception faite de ces étonnantes têtes grises, les cachalots grisons qu'on rencontre parfois, et qui se battront avec un acharnement diabolique, exaspérés qu'ils sont par leur perpétuel rhumatisme. Les écoles de taureaux 40 barils comportent plus d'individus que les écoles harem. Comme une foule de jeunes étudiants, ils ont le goût de la bagarre, de la plaisanterie. Ils sont méchants et mènent de par le monde un train de vie si désordonné, si insouciant, si tapageur qu'aucun membre de syndicat de garantie ne leur concéderait une assurance pas plus qu'il ne le ferait pour un gars de Yale ou de Harvard en rupture de ban. Cependant, ils abdiquent bientôt cette turbulence, et lorsqu'ils sont aux 3/4 adultes, ils rompent et partent de leur côté en quête d'une situation, c'est-à-dire d'un harem. Une autre différence s'affirme entre les écoles des mâles et celles des femelles, elle est caractéristique des sexes. Supposons que vous avez harponné un taureau 40 barils, pauvre diable, tous ses camarades l'abandonnent. Mais harponner un membre d'une école harem, toutes ses compagnes l'entoureront avec une inquiète sollicitude, s'attardant parfois si près et si longtemps qu'elles deviennent les victimes à leur tour. Chapitre 89 Poissons amarrés et poissons perdus. L'allusion faite dans l'avant-dernier chapitre au pavillon, que l'on plante dans la baleine, demande un commentaire des lois et règlements en usage dans la pêcherie dont on peut regarder ce pavillon comme le symbole majeur. Il arrive souvent que lorsque plusieurs navires sont en croisière sur le même parage, l'un d'eux tue une baleine, celle-ci lui échappant pour être tuée et prise par un autre, ce qui entraîne indirectement quantité de petits imprévus à partir d'une même cause. Par exemple, après la chasse fatigante, dangereuse et la capture d'une baleine, un violent orage peut arracher la carcasse au navire où elle est amarrée. Elle s'en ira sous le vent, dérivant fort loin, et sera reprise par un autre navire baleinier qui, le calme revenu, pourra la remorquer confortablement sans risque aucun. Aussi, en découlerait-il souvent, entre pêcheurs, les querelles les plus fâcheuses et les plus violentes n'était l'existence d'une loi incontestée, universelle, écrite ou orale, applicable à tous les cas. Peut-être le seul code baleinier enregistré par un texte législatif est-il celui de la Hollande. Il fut décrété par les États généraux en 1695. Bien qu'aucune autre nation n'ait eu de loi écrite, les pêcheurs américains ont été leurs propres législateurs et hommes de loi en ce domaine. Ils ont élaboré un système qui, dans sa concision et son intelligibilité, l'emporte sur les pandectes de Justinien et les arrêtés municipaux de la société chinoise pour la répression du goût de se mêler des affaires des autres. Oui, ces lois sont si succinctes qu'elles tiendraient gravées sur une pièce d'un sou du temps de la reine Anne ou sur une barbelure de harpon portée en pendentif. Un poisson amarré appartient à qui l'a amarré. Un poisson perdu appartient au premier qui le prend. L'ennui, c'est que l'interprétation de l'admirable brièveté de ce maître code réclame un fort volume de commentaires. D'abord, qu'est-ce qu'un poisson amarré ? Vivant ou mort, un poisson est techniquement amarré
quand il est relié à un navire ou à une pirogue non abandonnée par ses hommes, et capable d'être remorqué par n'importe quel moyen par le ou les occupants du navire, que ce soit à l'aide d'un mât, d'un aviron, d'un câble de 9 pouces, d'un fil de télégraphe ou d'un fil d'araignée, tout est bon. De même, un poisson est techniquement amarré lorsqu'il porte un pavillon ou n'importe quelle autre marque distincte de propriété, pour autant que l'équipe qui y a planté son drapeau prouve clairement qu'elle est à même de le remorquer jusqu'au flanc de son navire, n'importe quand, ainsi que son intention de le faire. Mais c'est là vocabulaire scientifique. Les explications des baleiniers eux-mêmes consistent parfois en mots durs et en coups plus durs encore, le coq sur Littleton du point. À vrai dire, les plus honorables et les plus justes des baleiniers font des concessions dans les cas particuliers où il y aurait injustice morale révoltante à faire valoir des droits sur une baleine chassée et tuée par un autre navire que celui qui cherche à se l'approprier. D'autres ne sont à aucun égard aussi scrupuleux. Il y a quelque 50 ans fut intenté, en Angleterre, une curieuse action en restitution au sujet d'une baleine. Les plaignants faisaient valoir qu'après une rude chasse, les mers du Nord, ayant réussi à harponner leur gibier, ils furent contraints pour sauver leur propre vie d'abandonner, non seulement leur ligne, mais encore leur baleinière. Les défendeurs, l'équipage d'un autre navire, s'emparèrent de cette baleine harponnée, tuée, capturée, sous les yeux même des plaignants. Lorsque le reproche leur en fut fait, leur capitaine claqua ses doigts sous leur nez et les assura que, en guise de gloria patri, ils s'approprieraient encore leurs lignes, leurs harpons et leurs baleinières qui étaient restés amarrés à la baleine quand ils l'avaient prise. Aussi les plaignants entamèrent-ils une poursuite afin d'être indemnisés de la valeur de leurs baleines, de leurs lignes, de leurs harpons et de leurs pirogues. Messieurs, Erskine était avocat-conseil des défendeurs. Lord Ellenborough jugeait. Au cours de la défense, le spirituel Erskine illustra sa position en faisant allusion à un cas récent d'adultère dans lequel un monsieur, après avoir vainement essayé de mettre un frein à la perversité de sa femme, l'avait, pour finir, abandonné sur l'océan de la vie, mais les années aidant, il regretta sa décision et intenta une action pour rentrer en sa possession. Erskine plaida contre lui les arguments suivants, à savoir que si ce monsieur avait bel et bien harponné la dame au départ, l'avait amarrée, il l'avait ensuite abandonnée, vu le désarroi où le mettaient ses trop vicieuses plongées. L'abandon étant effectif, elle devenait un poisson perdu, de sorte que, reprise par un monsieur suivant, la dame devenait sa propriété, ainsi que tout harpon qu'il eût pu retrouver dans sa chair. Le cas actuel, soutint Erskine, montre combien les exemples de la dame et de la baleine sont représentatifs l'un de l'autre. Les exposés des deux parties ayant été dûment entendus, le très docte juge trancha ainsi. Il adjugeait la pirogue aux plaignants, vu qu'ils ne l'avaient abandonnée que pour sauver leur vie, mais la baleine objet du litige, la ligne et les harpons appartenaient aux défendeurs. La baleine, car elle était un poisson perdu au moment où ils la prirent, et les harpons et la ligne, parce que ceux-ci étaient propriété du poisson qui les avait emportés, de sorte que quiconque capturait ce poisson avait des droits sur les dits engins. Un homme ordinaire pourrait peut-être trouver à redire à cette décision du très docte juge, mais labourée jusqu'au roc, cette affaire met en relief les deux grands principes balignés cités plus haut et appliqués par Lord Ellenborough dans le cas susdit. À la réflexion, toute jurisprudence humaine repose sur ces deux lois concernant poisson amarré et le poisson perdu. Nonobstant les entrelacs de ces sculptures, le temple de la loi, comme celui des Philistins, n'a que 2 colonnes pour le soutenir. Un adage courant ne dit-il pas que la propriété fait la moitié de la loi, sans se soucier de la manière dont une chose a été acquise. Mais souvent la propriété fait toute la loi. Que sont les muscles et les âmes des serfs russes et les esclaves républicains, sinon des poissons attachés dont la propriété fait loi absolue? Qu'est le dernier denier de la veuve au rapace logeur, sinon un poisson amarré? Qu'est la maison de marbre de ce scélérat non démasqué à laquelle sa plaque sert de drapeau de repérage, sinon un poisson amarré? Qu'est l'escompte que Mardochée, le courtier, retient d'avance à l'inconsolable, au pauvre failli sur le prêt qui doit empêcher les siens de mourir de faim? Qu'est ce taux usuraire, sinon un poisson amarré? Qu'est le revenu de 100 000 livres de l'archevêque de Sauvez-Vos-Âmes?
provenant de la saisie du misérable pain et du fromage de centaines de milliers de travailleurs rompus, assurés du ciel sans le secours de sauver vos âmes. Qu'est-ce donc ce revenu sinon un poisson amarré? Que sont les villes et les hameaux héréditaires du duc de Lourdeau sinon un poisson amarré? Qu'est l'Irlande pour le redoutable harponneur qu'est John Bull, sinon un poisson amarré? Qu'est le Texas pour ce lancier apostolique frère Jonathan, sinon un poisson amarré? Pour tout cela, la propriété n'a-t-elle pas force de loi? Si la doctrine du poisson amarré est joliment applicable en général, celle, proche parente, du poisson perdu, l'est encore davantage, internationalement et universellement. Qu'était l'Amérique en 1624, sinon un poisson perdu sur lequel Colomb planta les couleurs espagnoles afin de la repérer pour le bénéfice de ses souverains? Que fut la Pologne pour le tsar, la Grèce pour les Turcs, l'Inde pour l'Angleterre, que sera le Mexique pour les États-Unis pour finir? Tous des poissons perdus. Que sont les droits de l'homme et la liberté, sinon des poissons perdus? Que sont les idées et les opinions de tous les hommes, sinon des poissons perdus? Quel est en eux le principe de la foi religieuse, sinon un poisson perdu? Que sont les pensées des philosophes aux yeux des critiques vaniteux et jugeant sur les seules apparences, sinon des poissons perdus? Qu'est la planète elle-même, sinon un poisson perdu? Et vous, lecteurs, qu'êtes-vous sinon tout à la fois un poisson amarré et un poisson perdu?